1801, Théroigne de Méricourt compose une lettre avec une encre sépia sur un papier de chiffon bleu. L'écriture semble illisible, les mots serrés occupent tout l'espace et l'ensemble est surchargé de ratures. Elle la confie à son médecin auquel elle demande de remettre la missive à Danton, pourtant mort 7 ans plus tôt. Elle y exhorte les patriotes à la défendre car elle ne souhaite que sauver la République. Tout est encore possible selon elle pour vaincre les rois. Théroigne de Méricourt vit encore le tumulte révolutionnaire, celui de l'an 2. Mais elle est repliée sur elle-même, enfermée, isolée aux petites maisons à Paris, rue de Sèvres, lieu où sont placées les folles. C'est ici que l'icône déchue revit sans cesse son passé. Rien ne prédestinait la petite fille du pays de Liège à un parcours aussi tumultueux. Née le 13 août 1762 dans la commune de Marcourt, Anne-Joseph Théroigne est issue d'une famille de paysans aisés, des laboureurs propriétaires. C'est la première d'une fratrie de 3. Mais Élisabeth Lahaye ne se remettra pas de sa 3e grossesse, et à 5 ans, la petite fille perdra sa mère. À partir de cet âge, elle ne sera guère aimée. Confiée à une tante peu affectueuse, de retour chez son père, Pierre Théroigne, elle est élevée par la nouvelle femme, une marâtre tyrannique, et la situation ne fera qu'empirer au fur et à mesure que la famille approche de la ruine. Théroigne, qui francisera bientôt son nom en Théroigne, décide de prendre sa vie à bras-le-corps. Elle enchaîne les métiers, vachère ou gouvernante d'enfants. En 1778, une rencontre fait basculer sa vie. Madame Colbert, d'origine anglaise, se prend d'affection pour Théroigne, qui devient sa dame de compagnie. Elle l'éduque, lui apprend à lire, à écrire, à chanter, et même à jouer du pianoforte. À 20 ans, Théroigne est devenue une belle jeune femme de taille moyenne, aux cheveux châtains et aux grands yeux bleus. Elle a une belle voix, et elle sait attirer les regards. Un officier de l'infanterie anglaise la charme et la courtise. Après 1 an, elle s'abandonne à lui, mais elle découvre peu à peu qu'il est débauché. L'officier est généreux. Théroigne reçoit 200 000 livres. Cette somme ne sera pas la première, car la jeune femme utilisera souvent les galanteries des hommes, devenant ce qu'on appellera fin 19e siècle une demi-mondaine. Elle se fait couvrir de cadeaux par le vieux marquis de Persan, maître des requêtes au Parlement, qui devient son protecteur financier. Mais si dans les endroits publics, Théroigne apparaît élégante et fière, en privé, une douce mélancolie s'empare d'elle. Elle souhaiterait transformer son amant anglais, mais n'y parvient pas. Pire, celui-ci lui fait un enfant, qu'il ne reconnaît pas. Et le sort s'acharne en 1788, car malgré les soins prodigués par Théroigne, sa fille, Françoise Louise, atteinte de la variole, ne parviendra pas à être sauvée. Le décès laissera des marques indélébiles sur la jeune femme. Durant cette même année, Théroigne suit Ferdinand Justin Tanducci à Gênes, un castrat qui lui fait promettre une carrière de cantatrice. Mais son contrat est un miroir aux alouettes. En même temps, Théroigne va de déconvenue en déconvenue. Fatiguée depuis longtemps, se plaignant de douleurs, les médecins lui révèlent qu'elle a contracté une maladie vénérienne, la syphilis, et la traite au mercure. C'est dans ces dispositions très inconfortables que Théroigne décide de laisser sa vie de demi-mondaine pour monter à Versailles, alors qu'elle apprend de Gênes la réunion des États généraux en mai 1789. Quand elle arrive à Versailles, Théroigne veut se détacher des humiliations qui lui pèsent. Avec les événements révolutionnaires, elle pense trouver à la constituante cette vague qui la portera loin et qui lui permettra d'atteindre ses rêves de grandeur. Pour ne rien louper des séances, elle s'installe rue de Noailles, dans un logement loué à une veuve, et elle change ses tenues vestimentaires. Elle a 3 costumes de 3 couleurs différentes, un blanc, un rouge et un noir. Elle se plaît à porter l'amazone, cette jupe longue qu'utilisent généralement les femmes qui sont à cheval. C'est un moyen de l'éloigner de sa condition de femme, de s'affirmer comme l'égale de tous les autres citoyens et de ne pas rentrer dans la norme où on assigne les femmes. Et elle écoute à la tribune 6 les débats sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la liberté des Juifs.
et elle se lie d'amitié avec des personnes qui compteront pour elle, comme Jérôme Pétion, en s'initiant à la politique. Elle croit que tout est possible, et ses craintes sont remplies d'espoir. Les 5 et 6 octobre, lors de ces journées où les femmes forceront le roi et sa famille à quitter Versailles, elle est là, mais à l'Assemblée, contrairement à ce qu'affirmeront ses détracteurs. Et elle se sent citoyenne, souhaitant que le roi accepte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle se montre porteuse d'universalisme, d'ardeur patriotique, et elle revient à Paris en même temps que l'Assemblée. Elle tient salon rue du Boulois, où elle reçoit Pétion, Brissot, Rome, Fabre d'Églantine ou encore Sieyès. Elle devient une icône révolutionnaire et fonde avec Gilbert Rome la Société des Amis de la Loi qui aura peu d'influence et ne durera qu'un temps. Plus elle se met en avant, plus les journaux contre-révolutionnaires se déchaînent contre elle. Le journaliste royaliste Jean-Gabriel Pelletier s'amuse à l'accoupler au député Marie-Étienne Populus et en fait une catin du peuple, une courtisane lubrique et cruelle. Un catéchisme libertin est publié à son nom, à l'usage des filles de joie et des demoiselles qui se destinent à cette profession. Depuis novembre 1789, sous la plume de Champcenetz, Théroigne est devenue pour ses contempteurs Théroigne de Méricourt. Elle a désormais une particule qui lui donne des allures nobiliaires, et son village natal Marcourt est remplacé par Méricourt. Début 1791, menacée d'arrestation pour le rôle violent qu'elle aurait joué lors des journées d'octobre à l'encontre de la reine, elle préfère partir de Paris pour rejoindre le pays de Liège. Mais alors qu'elle croyait trouver refuge en logeant à l'auberge de la Croix-Blanche au hameau de la Bauverie non loin de Liège, elle est enlevée par d'anciens officiers français de l'armée royale et livrée aux autorités autrichiennes qui l'emprisonnent à la forteresse de Kufstein dans le Tyrol. On la suspecte d'être une espionne, à la solde du gouvernement français, arrivée à Liège pour une mission de déstabilisation. Théroigne vit mal sa captivité. Interrogée par Deblanc, un fonctionnaire scrupuleux, elle rédige un document pour se disculper. Ouvrage qui s'intitule « Les Confessions de Théroigne de Méricourt » et qui seront publiés pour la première fois en 1892. Elle est abattue. Sa mélancolie reprend le dessus, et elle charrie à nouveau son passé. Le rejet de sa belle-mère, la défaillance de son père, la répugnance de ses amants, et surtout sa condition de femme humiliée, accentuée par son statut d'actrice politique. Elle se sent très fatiguée, et elle crache parfois du sang. Elle ne souhaite qu'une chose, s'entretenir avec l'empereur Léopold II pour lever tous les malentendus. Le 2 août 1791, l'empereur décide de libérer la prisonnière et de la faire séjourner à Vienne sous surveillance. Fin octobre, elle obtient une entrevue avec Léopold II, au terme de laquelle elle est libre de retourner dans l'Ardennais, car sa culpabilité n'est pas avérée, et parce que l'empereur, après la fuite du roi Louis XVI à Varennes en juin 1791, doit faire un compromis. Accepter l'existence d'un roi constitutionnel en France pour éviter l'installation d'une république. Elle est désormais libre, et elle revient à Bruxelles où son retour est fêté. Mais Paris l'appelle à nouveau, d'autant que les charges portées contre elle n'ont plus cours. Mi-janvier 1792, elle s'installe au 8 rue de Tournon, et 10 jours plus tard, elle est reçue triomphalement au club des Jacobins. Mais le temps a fait son œuvre depuis sa captivité. Pétion est désormais maire de la capitale, et Rome député à la législative. Et 1789 avance vers 1793. Pour les patriotes, l'union est brisée, la guerre civile plane. Les Jacobins s'opposent aux Brissotins, les Républicains aux Feuillants. Une autre figure féminine s'est affirmée pendant son absence, Olympe de Gouges, qui est à l'origine de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Quant à Théroigne, elle est devenue belliciste. Elle souhaite la guerre contre l'Autriche à l'instar des Girondins, tout en s'engageant dans un féminisme guerrier, car elle veut créer des légions d'Amazones. Les femmes seront les égales des hommes car elles prendront les armes. En mars 1792, elle exhorte les femmes à briser leur fer, et elle dit «
Il est temps que les femmes sortent de leur honteuse nudité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice les tiennent asservies depuis si longtemps. Et pour cela, elles ne voient qu'une solution, la formation de bataillons citoyennes. En avril 1792, quelques femmes porteront l'uniforme. Théroigne vit là son apogée. Exaltée, libérée par la parole, elle revit, mais cette ardeur est très vite comprimée. En avril, Théroigne est rejetée par les faubourgs. La presse royaliste a repris ses attaques, mais les coups les plus durs viennent des patriotes, et notamment des jacobins. Pour Chabot, un homme ne doit pas se laisser aveugler par une femelle. Le journal de Prud'homme, favorable à Robespierre, accable Théroigne. Et dans les révolutions de Paris, il avance, de tout ce qui se passe hors de chez elle, une femme ne doit savoir que ce que ses parents ou son mari jugent à propos de lui apprendre. Théroigne de Méricourt est révulsée par tout ce qu'elle entend. Mais elle a de moins en moins d'aura, car elle est cataloguée brisotine. Et une ancienne comédienne en rupture de ban va marcher sur ses plates-bandes. Elle s'appelle Claire Lacombe, et le 25 juillet 1792, elle demande elle aussi la formation de bataillons féminins et appuie les propositions de Robespierre. Alors que Théroigne a déjà tout un passé révolutionnaire, Claire Lacombe apparaît comme un symbole jeune de l'espérance, façonné par un peuple vengeur, celui des sans-culottes. Les deux rivales vont participer ensemble à l'une des journées les plus importantes de la Révolution française, la journée du 10 août 1792, marquée par la prise des Tuileries, scellant la fin de la monarchie. Dans 3 jours, Théroigne aura 30 ans. Elle est là, en citoyenne, combattante, alliant le geste à la parole, armée d'un sabre et de 2 pistolets. Et elle crie vengeance au nom de la Révolution. Et elle assiste à la mort d'un de ses plus grands détracteurs, François-Louis Sulot, un pamphlétaire royaliste qui écrit dans les Actes des Apôtres. La mort du journaliste va être attribuée à Théroigne de Méricourt pour la décrédibiliser. Pourtant, elle ne l'a pas tué. Et elle a même été choquée du déferlement de violence, car la tête de Sulot va être plantée au bout d'une pique. Dans la même période où la Révolution change de nature, où l'opposition entre montagnards et brissotins devient irrémédiable, Théroigne de Méricourt va sombrer peu à peu dans la folie. Les espérances des premières féministes sont déçues. Au lendemain du 10 août, les femmes sont exclues des droits politiques, car elles ne sont pas considérées comme pensant librement. Théroigne est retombée dans ses doutes. Elle est de plus en plus apathique, même si elle se rend encore au débat parlementaire. Et sa fortune a fondu. Elle habite une simple chambre au 273 rue Saint-Honoré. Les journaux royalistes ne l'évoquent plus. En même temps que les femmes sont les exclues de la loi, Théroigne s'exclut de la société. Elle tente parfois de faire parler d'elle, comme en avril 1793, où elle rédige un placard qui s'apparente à un testament politique. Elle y réclame une paix intérieure, l'instauration d'un tribunal de femmes fraternelles. C'est le contraire de ces femmes déesses qu'elle va trouver sur son chemin. Le 15 mai 1793, se présentant comme à l'habitude à l'entrée de la Convention, elle est traitée de brissotine, chahutée, dénudée et fessée publiquement par les tricoteuses, ces jacobines qui assistent aux séances. Théroigne est sauvée in extremis par Marat, mais elle ne s'en remettra pas. Les exécutions se succèdent, brissotins, montagnards modérés. En juin 1794, Pétion se suicide dans la campagne bordelaise, et en 1795, Rome le suivra pour échapper à la guillotine. Le 27 juin 1794, Théroigne est une nouvelle fois arrêtée, et vraisemblablement promise à l'échafaud. Son deuxième frère Nicolas-Joseph intervient en sa faveur en évoquant une démence absolue. Théroigne écrit alors à Saint-Just où elle exprime pour la première fois un vrai délire, confondant son emprisonnement avec celui de la forteresse de Kufstein. L'univers de Théroigne est désormais intemporel. Sa folie est légalisée pendant la réaction thermidorienne. Très vite, Théroigne est internée d'abord à la maison des folles du faubourg Saint-Marceau. Ses frères, qui ont bien profité de ses rentes notamment au début de la Révolution, l'abandonnent peu à peu. Théroigne est doublement prisonnière, car on l'empêche d'écrire.
et les conditions d'enterrement sont par ailleurs exécrables. Les aliénées vivent au milieu des ordures. Elles sont souvent maltraitées et enchaînées. Quand la Seine est en crue, les rats viennent les mordre. À partir de 1807, le destin de Théroigne se fixe à la Salpêtrière, où un homme, Jean-Étienne Esquirol, un des premiers aliénistes avec Philippe Pinel, étudie son cas. Des mots reviennent sans cesse dans le vocabulaire de Théroigne: fortune, liberté, révolution, coquin, décret. Elle ressemble à un automate. Elle est de plus en plus sauvage, dévore la paille, marche nue. Sa santé est curieusement moins fragile, mais son état de démence s'aggrave. Elle a sans cesse besoin de se purifier avec de l'eau glacée. À la fin, alors qu'elle a une éruption sur tout le corps, Théroigne refuse de manger. Elle meurt en 1817, après 23 ans d'internement, en ayant porté en elle si longtemps le deuil de la Révolution. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le cadavre de Théroigne intéresse à plus d'un titre. Les médecins légistes en feront une autopsie dès le lendemain. Mais surtout, un certain docteur Pierre Dumoutier souhaite l'étudier. Il fait un moulage de sa tête et essaie de comprendre ce qui a poussé une femme comme elle à surgir dans le jeu politique, l'humiliant post-mortem en faisant un cas d'espèce. Théroigne de Méricourt a marqué la Révolution française pour son combat égalitariste et sa défense de la cause féminine. Mais son exaltation a eu souvent un cruel revers, le repli sur soi, qui la conduira à la folie. Au XIXe siècle, l'image de la révolutionnaire continuera à flamboyer à travers les artistes romantiques comme Charles Baudelaire qui dans Les Fleurs du Mal la désignera comme l'amante du carnage, ou comme Eugène Delacroix qui s'en inspirera pour en faire une allégorie dans son célèbre tableau « La liberté guidant le peuple ».